Bonjour à tous et bienvenue dans Carrément épisode 5, avec comme chaque mois un programme extraordinaire. De la politique, de la transidentité, des religions et même une bête sauvage. Et tout de suite, on commence par le portrait d'une personnalité de la région. Ce mois-ci, c'est une femme pour qui son corps est une œuvre d'art. Je m'appelle Cynthia, je suis connue sous le nom de Cynthia Official et je suis actuellement modèle tatouée, je suis perceuse et je suis maman. J'ai fait mon premier tatouage, j'avais 19 ans, je venais d'accoucher de ma fille. Je ne pensais à l'époque pas me tatouer et je ne pensais pas que j'allais, après ce premier tatouage, me tatouer encore. Le deuxième tatouage, 22 ans. Le troisième tatouage a été fait en vacances, un petit coup de tête et pendant des années, je n'ai rien fait. Il y a 4 ans de cela, j'ai commencé à faire une grosse pièce. 2 semaines après, encore une grosse pièce. Et puis en 2 ans, je me suis recouverte. On parle du tatouage en disant que c'est une drogue, ça l'est complètement. Je pense qu'il y a le côté un petit peu, sadomaso. Et comme je dis toujours, je préfère aller voir mon tatoueur que payer 50 € pour un psychiatre. Tous mes tatouages, c'est mon histoire. On les voit, mais c'est pour moi. Si je voulais qu'on sache mon histoire, j'aurais écrit des textes. Alors que là, c'est des images qui, pour une personne, auront une signification et pour d'autres, une autre signification. Pour mes proches, ça a été difficile. Au tout début, les gens, quand j'ai commencé réellement à me faire tatouer, n'ont pas forcément compris. Et ma mère, aujourd'hui, me dit que finalement, mes tatous font partie de moi et que c'est comme si elle avait accouché d'un enfant tatoué. C'est difficile pour ma fille. Il n'y a plus discrète comme maman. J'imagine, moi, je me vois à l'époque... avec mes parents, comme les enfants peuvent être méchants à l'école. Je sais qu'aujourd'hui, ma fille a parfois des soucis à cause de ça. Je m'étais dit, je vais me recouvrir le corps à 90%. J'ai commencé le visage et j'avais promis à ma maman que je ne le referais plus. Alors aujourd'hui, j'ai fait un énième tatouage. Donc je ne peux pas vous dire le nom parce que j'ai arrêté de compter en réalité. On a fait un visage donc, sur ma cuisse. Alors les gens souvent nous demandent quel est l'endroit le plus douloureux, mais ça va dépendre d'énormément de choses. Aujourd'hui, j'ai vraiment peiné parce que j'avais très peu dormi, j'avais pas bien mangé. Il y a vraiment quand même des règles à suivre et surtout ne pas boire d'alcool. Même la cigarette, si on peut éviter, c'est très bien aussi. Si aujourd'hui quelqu'un venait me demander des conseils pour un premier tatouage, déjà si la personne hésite, je serais la première à lui dire de ne pas se faire tatouer. Quand on veut se faire tatouer, on n'hésite pas. Si on hésite, c'est que c'est ni le bon moment, ou ni le bon motif, ou ni le bon endroit. Il faut vraiment réfléchir avant. Il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui reste à vie, malgré les nouvelles technologies. Le regard des autres dans ma vie tous les jours, ça fait des années que j'ai appris à penser à moi et ne pas me préoccuper du qu'en dira-t-on, de ce que les gens peuvent penser parce que les gens ne me connaissent pas, ne savent pas mon vécu, etc. J'avais l'impression que le regard à l'époque, quand je faisais attention, était méchant alors qu'en fait, pour le coup, j'ai envie de vous dire que c'est la plus belle chose qui m'était offerte pour rencontrer des gens. On retrouve tout de suite la rubrique L'un et l'autre qui, cette fois-ci, va faire un petit tour du côté des urnes. L'une s'appelle Jamila Adoum. L'autre s'appelle Bruno Studer. L'une est une citoyenne engagée dans la vie de son quartier, l'autre est députée de la 3e circonscription du Bas-Rhin. Les deux confrontent leur point de vue sur une problématique très actuelle, l'abstentionnisme. Un bulletin dans une urne vaut-il encore quelque chose ?
J'ai envie d'y croire, mais certaines choses font qu'on a tendance à perdre espoir. Ouais, il faut y croire, parce que ça vaut encore quelque chose. Quand on met un bulletin où il y a le nom de Marine Le Pen ou celui d'Emmanuel Macron dans l'urne, ça veut quand même dire quelque chose en termes de projet de société. De plus en plus, les gens se disent que ils ont voté, mais ils ont finalement voté contre et pas voté pour, et c'est contre tout ça qu'il faut se battre, parce que sinon, s'il n'y a plus la valeur derrière le bulletin dans l'urne, alors les gens vont plus voter. D'où l'intérêt d'avoir lancé le challenge citoyen, où justement dans les quartiers, on faisait en sorte que l'abstention cesse et qu'on poussait les gens à aller voter. C'est quelque chose qu'il faut toujours cultiver, parce que la démocratie, c'est pas facile. Et mettre un bulletin dans une urne, ça peut sembler être un geste très facile. Et en fait, c'est un geste qui demande beaucoup de travail, parce que tout simplement, la démocratie, ça repose sur le travail que fait chacun des citoyens. Et je pense que je continuerai, moi, même avec les années, que je sois déçue ou pas, je continuerai à aller voter parce que j'estime que j'ai cette possibilité-là et que des gens se sont battus pour qu'on ait cette possibilité-là. Alors, c'est quoi le plus fort, un vote ou un tweet ? Alors ça, c'est une sacrée question. Moi, je pense que là, on est à un croisement historique. Et qu'un tweet, ça peut avoir beaucoup d'importance aujourd'hui. Le tweet, quand il est repris sur les réseaux sociaux, il peut participer à ce qu'on appelle l'enfermement algorithmique. Le moteur de recherche, il va vous proposer des choses que vous aimez, des choses avec lesquelles vous êtes d'accord. Il ne va jamais vous proposer des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Si jamais on a l'impression que tout le monde pense comme ce qu'on a l'impression de penser, c'est la liberté de conscience qui est en jeu. Pour moi, le tweet, il est aussi important qu'un vote. Parce qu'un tweet, il peut faire changer la façon de penser de quelqu'un. C'est ça. On peut avoir de l'abstention pendant des années. Il suffit qu'une personne, un influenceur tweet « il faut aller voter », puis d'un coup, on va avoir les bureaux de vote. C'est vrai. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, un like, un tweet, un partage, c'est tout aussi important qu'un bureau de vote. Ne pas voter, est-ce la seule solution pour se faire entendre ? Non, ne pas voter, c'est pas une solution, on est juste effacé. Quand il y a 80% d'abstention au Nord, je leur dis, voilà, vous existez pas, tout simplement. Faut se déplacer. De toute façon, faut se déplacer. Quitte à voter pour un vote blanc, ce que je trouve dommage, parce que déjà tu te déplaces, en te renseignant sur les projets de chacun, il y a bien quelqu'un qui va tomber sur quelque chose qui te correspond. Qui est le plus dur à convaincre ? Quelqu'un qui n'a jamais voté ou quelqu'un qui ne croit plus en la politique? Il y a des gens qui ont tellement l'impression de jamais être écoutés qu'il faut aller les voir une fois, comme vous avez dit, vous avez frappé 4000 portes. C'est très bien, il faudra y retourner. En tapant aux 4000 portes du quartier, j'avais quand même l'impression que c'était un peu plus facile de convaincre quelqu'un qui n'a jamais voté que quelqu'un qui a déjà voté et qui ne veut plus aller voter. Le vote est quelque chose qui reste exigeant. La démocratie, en fait, c'est ça, c'est jamais gagné. Parce qu'au fond, comme le disait Churchill, c'est sans aucun doute le pire des systèmes, mais à l'exception de tous les autres. Est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra voter par Internet ? Ça peut être une vraie piste à explorer. Il y a après des vraies interrogations quant à la sécurisation du vote. Vous payez vos impôts par Internet, vous payez vos amendes par Internet, vous faites toutes vos démarches par Internet, et puis vous ne pouvez pas encore voter sur Internet. Moi, je pense que ça va venir. Voilà. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup moins d'abstention. Ouais. On pourra voter, j'en suis sûre. Tu dis quoi à quelqu'un qui ne souhaite pas aller voter ? Si aujourd'hui on est dans ce beau pays, je suis très fière d'être française, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont construit, ce pays. Aidez-nous à continuer à le construire. Et en fait, si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour des gens qui y croient et en plus pour les générations qui arrivent. On a simplement envie de leur dire, mais si vous vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Et ça, l'histoire nous a toujours montré que quand la politique s'occupait des gens qui avaient décidé de ne plus s'occuper d'elle, on avait droit au pire. Il est grand temps de retrouver Siegfried et Ixion en plein mystère. Ce mois-ci, ils se lancent sur les traces d'une légende bien connue de la région. Mon nom est Siegfried. Je suis néo-historien. J'analyse les faits historiques à la recherche de la vérité. Tout ce que je vais vous dire est établi, écrit et vérifié. Mais certains détails sont oubliés, ignorés ou volontairement dissimulés. Ensemble, nous allons explorer les lieux les plus énigmatiques et lever le voile sur les mystères de l'Est.
Elle est là, tapie au fond de la forêt. J'allume plus bas, 2 yeux qui brillaient. Ce n'est pas une histoire, cette bête existe réellement. Cette bête existe. J'ai peur de la bête, je ne sors plus la nuit. Tous les moyens doivent être mis en œuvre à partir de maintenant pour mettre fin à cette bête. Notre histoire commence dans les Vosges, en janvier 1977, quand 2 chasseurs découvrent les empreintes d'un carnassier inconnu. Les mois suivants, plusieurs troupeaux sont attaqués et massacrés. Les éleveurs lancent l'alerte, suivis par la presse et les autorités. Pour une fois que quelqu'un s'intéresse à ce qui se passe dans les Vosges. Non, mais arrête. Pendant près d'1 an, plus d'une centaine de brebis, des moutons, des chèvres, des vaches et même un bœuf sont décimés entre Châtel-sur-Moselle, Rambervillers et la Bresse par un animal mystérieux et brutal qu'on ne tarde pas à nommer la bête des Vosges. C'est un peu le Loch Ness en Lorraine, quoi. Oui. Oui. Dans la population, c'est la psychose. Le préfet des Vosges de l'époque recommande la prudence et interdit même aux enfants d'aller en forêt. Les chasseurs racontent que c'est un chien errant qui sème la terreur. Les gardes forestiers parlent d'un grand renard ou d'un lynx. Mais la taille des griffures et des morsures retrouvées ne correspondent pas. La bête est plus massive. Comme un ours. Ah Hein? Non, rien à voir. Première hypothèse, la manipulation génétique. Ah, carrément, dans les Vosges. En génétique, un animal hybride est issu du croisement naturel ou artificiel de 2 individus issus de sous-espèces différentes. Par exemple, le zébrane, c'est le résultat d'un accouplement entre un zèbre et un âne, le kama, entre un dromadaire et un lama, et là où ça va te plaire, le pisli. Entre une poule et un grizzly? Mais non, tu dis n'importe quoi. Entre un ours polaire et un grizzly. Pisli. Ah oui, non mais c'est logique. Ah oui, une poule, un grizzly, t'imagines la scène? Et si un savant fou avait croisé 2 prédateurs comme le renard et le lynx? Un renynx? Ah, eh ben non, ça marche pas. Oui, parce qu'en génétique, on peut pas faire n'importe quoi, il y a des limites dans la nature. Et en plus, mauvaise piste, parce qu'en avril 1977, on a réussi à prendre en photo la bête des Vosges. Sérieux? Bah, c'est un loup. Deuxième hypothèse. Les Vosges crient au loup. Cet animal a fait naître beaucoup de superstitions à travers l'histoire. Et dès le Moyen-Âge, on l'extermine pour protéger les hommes et les troupeaux. Bah, et les promeneurs aussi. Ouais. Enfin non. Les loups ne s'attaquent jamais aux villages et encore moins aux humains. Alors si, il y a une seule raison pour qu'un loup attaque l'homme, c'est quand il est enragé. Mais un loup prédateur pour l'homme, ça n'existe pas, ou super rare. Ouais, donc il pourrait quand même m'attaquer, quoi. Mais non, arrête. Et puis à cette époque, il n'y avait plus aucun loup en France. On n'en reverra qu'en 1992 dans les Alpes-Maritimes. Ouais, mais là on est en 77 et les Alpes-Maritimes, c'est pas tout près, hein. Exact. Et ça, ce serait pas juste un chien qui court après une balle? Bah, du coup, la bête des Vosges, c'est pas un loup, quoi. C'est... Non, c'est pas un ours non plus, hein. Ouais. Et du coup, Siegfried, c'est quoi alors? C'est pas... Ok. On a donc vu que la bête ne pouvait pas être un chien errant, un renard ou un lynx. Qu'elle n'était pas non plus un animal hybride, qu'elle n'était pas non plus un loup, ni un ours, ni un lycanthrope, ni un loup-garou. Parce que ça n'existe pas. Pas ici. Aucune hypothèse ne colle avec la description de la bête qu'en font tous ceux qui l'ont aperçu. Un gros chien-loup au pelage gris-jaune d'environ 60 kg. Mais si personne, pas même les gardes forestiers, n'ont réussi à l'identifier, c'est peut-être parce que la bête n'était pas un animal qu'ils s'attendaient à rencontrer ici, dans les Vosges. Genre un ours, quoi. Mais non, mais arrête avec tes nounours. Moi, je pense qu'il s'agit d'un fauve. Et pas n'importe lequel. Un jeune lion issu du trafic, introduit illégalement en France. Ah oui, donc elle est pas du tout des Vosges, ta bête. Mais c'est là que tu te trompes. Il y a 2 choses que nous apprennent les journaux de l'époque et qui m'ont mis sur la piste. Au plus fort de la psychose, certains habitants rejettent la faute sur un riche Allemand, qui avait une vaste propriété dans le coin, d'avoir possédé des loups qui se seraient échappés. Alors, accusation totalement gratuite, uniquement basée sur le nom de famille du monsieur, un peu trop proche de celui d'un colonel nazi. Oh, les gros nuls. La bête disparaît du jour au lendemain, en mars 1978, juste après qu'on a annoncé la pose de piège pour la capturer. Elle lisait le journal, la bête? Si la bête a arrêté de sévir, c'est bien qu'elle n'était pas qu'un animal et qu'elle avait un maître. Donc, que la vraie bête
était humaine. La bête humaine, Victor Hugo. Je crois pas, non? Ce qui est sûr, c'est qu'aucun animal sauvage ne peut tuer 200 autres bêtes par plaisir et surtout sans se faire prendre. Il aura bien fallu qu'un homme ait entraîné et dressé ce jeune lion pour semer la terreur. Si ça se trouve, il est toujours vivant, quelque part, et prêt à recommencer. Tout est lié. C'est l'heure de donner la parole à notre invité du mois. En 2017, 171 cas d'agression envers des personnes trans ont été recensés, sans compter les cas de discrimination ou d'insulte, soit une hausse de 54% sur une année. On parle de genre et d'identité avec notre invité lui-même en pleine transition, Eden Weber. Bonjour Eden, bienvenue sur Plateau de Carrément. Installe-toi, je t'en prie. Eden, est-ce qu'on peut commencer directement par quelques définitions ? Qu'est-ce que c'est transgenre, transsexuel, LGBTQ? Est-ce que tu peux nous éclairer? Donc déjà on ne dit plus transsexuel, ça ne se dit plus. Ok. Donc les personnes transgenres, c'est des personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe assigné à la naissance. C'est-à-dire que par exemple un homme est né dans un corps de femme et il ne se reconnaît pas comme tel. Et transsexuel, c'est un mot qu'on n'utilise plus. Voilà, c'est un mot qu'on n'utilise plus parce que on ne parle pas de sexualité en fait. On parle de genre, d'état intérieur. Du coup, LGBTQ+, on met tout dans le même, sous la même dénomination? LGBT est une orientation sexuelle. Et les queers, par exemple, les personnes queer, sont des personnes qui n'ont pas de binarité. De genre? De genre, c'est ça, c'est des personnes non binaires, quelque part. D'accord. Transgenre, ça ne veut pas forcément dire homosexuel? Non, ça ne veut pas forcément dire homosexuel. Ça veut dire tout simplement qu'on est un être humain et la sexualité est à part. Qu'est-ce que c'est, au final, le genre? Et est-ce qu'on est forcément défini par homme ou femme? C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on est avec un organe génital, mais ça ne définit ni la sexualité et ni la manière dont on se sent à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on peut se sentir homme, on peut se sentir femme, mais on peut aussi se sentir non-binaire. Donc toi, tu es né dans un corps de femme. Est-ce que tu penses que du coup, tu es mal né? Ou est-ce qu'on s'est trompé à un moment donné Je pense qu'il y a dû y avoir une erreur. Donc j'ai décidé il y a 2 ans de sauter le pas. Bon, après, je l'ai toujours su depuis que je suis tout petit. Mais c'est sûr qu'il y a une dizaine d'années, on ne savait pas. Il y avait beaucoup moins d'informations, on en parlait beaucoup moins. Et quand j'ai décidé de transitionner, j'ai poussé la porte donc, de l'association L'Être, qui m'a aidé, qui m'a accompagné dans ce chemin. Et aujourd'hui, je suis à 2 ans d'hormonothérapie et je suis en attente de ma première opération qui va se passer au mois de juin. C'est quoi le plus difficile dans un parcours de transition? C'est l'entourage, parce qu'on nous a toujours connus dans un corps de femme et l'assumer et le vivre au quotidien, c'est pas évident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hormones font leur travail, donc on a une apparence vraiment masculine et il faut s'imposer. Comment justement t'expliques ton parcours à des proches ou des personnes moins proches, juste des curieux, intrigués? Je leur explique déjà que moi je me sens déjà pas dans le bon corps et que ça ne me convient pas, que je suis malheureux. J'essaye de leur expliquer que l'apparence physique c'est une chose, mais ce qui compte c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Que ce soit cohérent entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, que ce soit cohérent entre l'intérieur et l'extérieur, mais beaucoup ne savent pas. J'ai eu beaucoup de questions, notamment des peurs, peurs par exemple pour ma santé ou des choses comme ça. Est-ce que justement les mentalités changent? Est-ce qu'elles changent assez? Est-ce qu'elles changent vite? Est-ce qu'elles ne changent pas assez vite? Je dirais que les mentalités changent, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je pense qu'il faudrait plus d'informations sur ce qu'est la transidentité, informer aussi plus jeunes, les enfants par exemple à l'école. Justement, une fille, ça joue à la poupée, un garçon, ça joue aux voitures, les filles sont sensibles, les garçons, ça ne pleure pas. Tu as déjà entendu ça, n'est-ce pas? Oui, j'ai déjà entendu ça, oui. Et comment éduquer autrement sans genrer? C'est compliqué parce que la société est comme ça et c'est quand même vachement ancré dans les mentalités. Offrir par exemple une poupée à un petit garçon, il risque quoi par de devenir un bon papa, quoi. Tu fais partie de l'asso L'Être à Mulhouse. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Au quotidien, on va dire qu'on accueille les personnes LGBTQ+,
qui sont dans le besoin, on les écoute, on les accompagne, notamment pour tout ce qui est la transidentité. On a donc un réseau de médecins qui sont prêts à les aider dans leur parcours. On fait des interventions dans les infrastructures éducatives pour sensibiliser les élèves. On communique beaucoup avec les parents qui ont des questions, évidemment. Nous, extérieurs, entre guillemets, à la cause, on peut faire quelque chose, participer. On a beaucoup besoin de dons et de nouveaux adhérents pour aider et soutenir toutes les personnes dans le besoin. On arrive à la dernière question de cette interview. Alors, je pose la même question à tous les invités. C'est une question dont la réponse doit n'avoir rien à voir avec ce dont on vient de parler. Si tu pouvais changer une chose dans les mois qui viennent dans la société en France, qu'est-ce que ce serait? Plus d'amour, moins de guerre. Ça. Merci Eden de ta présence sur notre plateau et de toutes tes réponses. Comme chaque fin d'émission, c'est le moment de découvrir un nouvel épisode de Point de suspension où l'on retrouve nos 3 responsables religieux qui débattent de 2 nouveaux sujets de société. Un rabbin, un maître bouddhiste et un imam. Ça pourrait être le début d'une blague, sauf que non. Et puis le dernier n'est pas imam. Enfin, on a réuni des représentants de 3 religions non chrétiennes, et donc plus méconnues, pour faire un tour d'horizon de sujets de société d'aujourd'hui et vérifier si on est vraiment en pleine crise de foi. C'est un grand sujet, grande question, là aussi. Oui, c'est vrai, il y a une absence de femmes dans la hiérarchie religieuse, si vous voulez. Mais ça, c'est le fait de l'histoire. Ça fait partie des cultures ancestrales de certains pays où il y avait effectivement plus un esprit de patriarcat. Il y a un principe de base dans le judaïsme, et je pense qu'il est commun à l'ensemble des religions, c'est qu'un homme n'est pas une femme n'est pas un homme. On ne peut pas imaginer que l'un soit plus important que l'autre, mais avec des identités qui sont différentes. La tradition musulmane était toujours masculine dans la gestion, si vous voulez, du culte. Diriger une prière, je rappelle qu'une femme peut diriger la prière des femmes, ici. Dans le bouddhisme, il y en a énormément, et de plus en plus. Les hommes, les moines, les nonnes ont exactement les mêmes droits, les mêmes devoirs. Donc aujourd'hui, le judaïsme n'admet pas en tant que tel la possibilité à une femme d'exercer des fonctions rabbiniques, ce qui n'est pas lié, encore une fois, forcément à des problématiques d'études ou de compétences, mais plutôt lié à des questions de société. Ici et là, on appelle à ce que les femmes intègrent les instances religieuses. C'est un bien. Je ne suis pas contre, moi. Mais il faut que les mentalités changent. Et en matière religieuse, elles sont les plus lentes à évoluer. Il y a un précepte qui dit ne crée pas de souffrance à partir de la sexualité. N'utilise pas la sexualité pour satisfaire juste tes plaisirs ou tes désirs personnels. Ne considère jamais l'autre sans amour. Nous, on n'a pas aucun problème pour s'exprimer sur ce sujet, pour en parler sans tabou, mais bien au contraire. La position du judaïsme, c'est que la sexualité, lorsqu'elle est vécue dans le cadre de la Torah, donc à savoir dans le cadre du couple, dans quelque chose d'organisé, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Dans les recueils de l'islam, il y a vraiment cette part-là de la sexualité. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, les savants se sont prononcés, ce n'est pas un tabou. Mais il l'est sur le plan culturel, si vous voulez. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis moi-même devenu moine zen. Je n'aurais pas suivi une tradition avec un engagement monastique m'interdise d'avoir une sexualité. Lorsqu'on parle de personnes hétérosexuelles, leur relation ne peut s'envisager dans le cadre de la Torah qu'au travers d'un projet qui est un projet de la construction d'un foyer. Je parle du mariage homosexuel, par exemple. Il est très connoté péjorativement. C'est une déviance pour ce qui est des textes anciens. Si quelqu'un a un enfant homosexuel, il en parle très peu, il n'en parle pas du tout. Vous voyez, et pourtant, ça existe même chez les musulmans. Ça existe, tout le monde le sait. Le bouddhisme n'a pas vocation à dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas, n'est pas dans cet état d'esprit de dire ça c'est mauvais, ça c'est bien.
Mais en aucun cas, je ne pense qu'il est du devoir d'un rabbin ou d'un responsable religieux, quel qu'il soit, de juger l'autre. On n'est pas Dieu. Ok, ça roule. Bah écoute, on s'appelle et on se tient au courant. Ça marche? Cool. C'est qui? Qui ça? Bah là, la fille à qui tu parlais, c'était bien une comédienne, non? Ah, elle? Ouais, on a un projet commun. Top, ça va être génial. Vraiment. Vous cherchez à me remplacer, quoi. Ah non, ouah, pas du tout. Alors vraiment, rien à voir. Je Bon, t'assure ça que- va, c'est bon, j'ai compris ton petit jeu, on est à la moitié de la saison, tu cherches une nouvelle animatrice, voilà. Ah non, mais là, tu te fais des films, Sabrina. hein. Vraiment, il y a absolument rien. Oh, ça va, c'est bon, j'ai vu comment tu la regardais. Hein. Moi, ça fait longtemps que tu me regardes plus comme ça. La magie du début est passée. Mais de quelle magie tu me parles, Sabrina?